Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Abnous Chalmani. Bonjour Guillaume Erner. Je dois vous présenter en quelques mots. Vous êtes une voix singulière. Vous publiez un livre Laïcité. J'écris ton nom aux éditions de l'Observatoire. Et lorsque vous avez prononcé quelques-unes de ces pages lors d'un discours, cela avait suscité beaucoup de réactions. Vous êtes donc également romancière. Vous êtes née en Iran, vous êtes venu très jeune en France et vous allez me dire que je me conforme en quelque sorte à cet ethos français, puisque si je lis votre ouvrage Laïcité, j'écris ton nom, je lis par exemple, je vous cite Abnous Chalmani, l'important c'est de faire immigrer, ce qui permet à de bons Français de nous présenter comme venant d'ailleurs à leur table d'autochtones, ajoutant des points d'humanisme à leur ouverture d'esprit et à leur amour de l'autre. Donc avant de vous faire parler de l'Iran, puisque c'est la une du Parisien, j'aimerais que vous me commentiez cette phrase. Oui, c'est vrai que moi je suis arrivée à 8 ans et encore aujourd'hui, il arrive, avec des guillemets, à des bons Français de me demander quel dommage que tu aies perdu ton accent. Mais je n'ai jamais eu d'accent. Je veux dire, j'ai été à l'école de la République, j'ai appris le français à l'école française et je n'ai jamais eu d'accent, je n'ai jamais éprouvé le besoin. Et je trouve qu'il y a quand même une idée qu'un immigré fréquentable est un immigré qui se voit, qui est immigré, comme si garder des stigmates de sa culture d'origine visible faisait de vous quelqu'un de fréquentable, alors que quand vous couliez dans la France, comme Apollinaire ou Soutine ou Fujita avaient pu le faire, tout en gardant sa singularité, ça c'était un peu mal vu. Voilà. Bon, mais alors ça vous embête si je vous demande une réaction sur l'Iran? On pourra parler de la Birmanie. Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que j'allais dire, l'international concerne tout le monde. C'est pas, effectivement, on peut parler aussi de la Birmanie et ce qui se passe en Iran dit beaucoup de pourquoi ils se battent. Ils se battent pour avoir accès aux libertés auxquelles nous avons accès ici. Et en l'occurrence, à cette fameuse laïcité. C'est ça qu'ils réclament. C'est de pouvoir croire ou ne pas croire, que ça se voit ou que ça ne se voit pas, et que tout ça ne finisse pas sous torture ou en prison. Il y a eu une manifestation, peu importante, mais oui, elle a eu lieu place de la Bastille à Paris, car Toumaj Salehi est un rappeur iranien que les mollahs veulent pendre. Là aussi, peut-être quelques mots sur cette décision, Chalmani. C'est extrêmement, outre le drame, parce que la République islamique d'Iran est en train de battre son propre record des exécutions. On est à plus de 800, alors la moitié c'est lié au trafic de drogue. Il serait le 10e opposant né de la révolution, ce que je continue à appeler la révolution iranienne, née après l'assassinat de Mahsa Amini pour mal porter le voile. Et Toumaj est extrêmement connu en Iran et en exil. Et toutes les générations l'apprécient parce que il rappe avec un persan extrêmement évolué, donc les personnes plus âgées peuvent apprécier. Qu'avant même l'assassinat de Mahsa Amini, il était très connu parce qu'il a un discours extrêmement social. Il a énormément dénoncé le travail des enfants et cette passivité, en accusant quelque part tous les Iraniens en disant « mais venez pas vous plaindre après de la situation dans laquelle vous êtes, quand vous fermez les yeux, vous soutenez ces mots-là qui nous assassinent chaque jour, qui nous torturent, etc. » Et il y a pas longtemps, il a donné une interview à la télévision canadienne et il disait cette chose, c'est que le bonheur est hors la loi en Iran. Et il représente un peu ça, cette possibilité du bonheur, cette possibilité de dire et cette possibilité de l'avenir. Il a 31 ans, c'est quelqu'un d'extrêmement touchant et moi ça me brise le cœur de voir qu'il y avait aussi peu de monde à cette manifestation parce que voilà quelqu'un, une figure humaniste et totalement universaliste dans lequel tout le monde pourrait se reconnaître, Iran ou pas Iran. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose pour faire plier les mollahs? Je pense que là, c'est une affaire de diplomatie. Vous savez, moi, ça fait quand même 45 ans que la monarchie exerce sa toxicité, non seulement sur le peuple iranien, mais dans toute la région. On a tendance à oublier que ça fait 45 ans que les mollahs se nourrissent du chaos. C'est ça qui les maintient en vie, c'est le chaos. Donc, Irak, Syrie, Yémen, Gaza, tout ça, c'est l'Iran derrière. Donc, je crois que là, tergiversation pour savoir s'il faut mettre les gardiens de la révolution sur la liste des groupes terroristes, faut y aller, qu'il y a tout un travail diplomatique à faire et il faut financer l'opposition.
interne. Dans votre famille, Abnous Chalmani, on n'a pas accueilli les mollahs de gaieté de cœur. Votre père était communiste. Vous avez fréquenté les prisons en tant qu'enfant pour accompagner justement votre mère pour qui voir allait son frère, voir son frère emprisonné. Comment cela se fait-il que les mollahs tiennent depuis si longtemps ? C'est ça qui est absolument tragique, c'est cette... La dictature tient plus longtemps parce qu'elle fait paniquer les gens. Là, on a vu, la peur est totale. Le fait d'éborgner des jeunes femmes, le fait ça va être la 10e condamnation à mort s'il est condamné. Toumaj, des jeunes, des serveurs, des judokas, des lutteurs, des gamins dans la force de l'âge qui sont assassinés par la République. Et je crois qu'on ne mesure pas le traumatisme de la guerre Iran-Irak, qui a fait 1 million de morts des deux côtés. Dans toutes les familles, vous avez quelqu'un qui est mort et le prix du sang a été tellement lourd à payer. Et il y a une peur, une léthargie qui naît de la peur. Mais moi, je pense qu'elle est en train de se renverser. Et oui, parce qu'il existe une autre phase de l'Iran, une Iran qui lit Pierre Louis, une Iran libre. Vous l'évoquez notamment dans votre roman « J'ai péché, péché dans le plaisir », publié aux éditions Grasset. Cette part-là de l'Iran, que fait-elle ? Elle est souterraine. Ce qui s'est passé après l'assassinat de Mahsa Amini, c'est que ça fait quand même une 30aine d'années. Il a fallu un peu de temps pour se réveiller. Il y a une schizophrénie réelle en Iran. Tous ceux qui, moi je n'ai pas eu la chance d'y retourner depuis 1985, mais qui y retournent sont impressionnés par cette schizophrénie. C'est-à-dire vous avez la vie intime et la vie publique. La vie intime se passe à l'intérieur, dans les appartements où, j'allais dire, tout est permis. On trouve de l'alcool, on trouve de la drogue, les gens dansent, les gens chantent. Et dès que vous revêtez la tenue traditionnelle et que vous sortez, là, tout s'arrête. C'est, la vitrine de la monarchie officielle. Et je crois que ce qui s'est passé avec la mort de Mahsa Amini, c'est que cette schizophrénie est devenue insupportable parce que c'est quand même, quand je dis les jeunes, c'est l'Iran est un pays très très jeune, est devenu insupportable. Et quelque part, il y a une espèce de décompression. C'est que tout à coup, ce corps séparé en deux, ce corps intime et ce corps public, ce n'était plus possible. Et il y avait quelque chose, et je trouve dans la manière même physique dont on voyait les images de ces jeunes et moins jeunes dans la rue, qui éprouvaient le besoin de danser, de montrer, de faire jouer leur corps dans l'espace public, c'était ce truc de dire « j'en ai marre, je veux que mon vrai corps existe dans l'espace public ». Donc cette idée-là, c'était lire Lolita à Téhéran, ces magnifiques romans où on raconte comment, dans les caves, à l'intérieur, cachés, on continue d'étudier Lolita, on continue à lire la littérature interdite. Ça a toujours existé. Et je crois que là où j'ai beaucoup d'espoir, c'est qu'il y a un ras-le-bol de dire je n'ai pas honte de cette vie intime, je veux que cette vie intime soit reconnue, qu'elle soit publique. Abnous Chalmani, vous êtes française et vous évoquez dans votre dernier livre laïcité, le mot de laïcité, je vous cite, ce mot qui était un phare pour tous les métèques, laïcité, ce mot qui se retourne en une insulte dans la bouche des ennemis de la liberté et de la France. Sans ce mot, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, sans ce mot, mes parents n'auraient pas fait le choix de la France. Oui, je pense, je pense pas, j'en suis sûre, parce qu'ils l'ont dit, c'est que, outre le fait, c'est la grande phrase de mon père, tant qu'à être dans la merde, autant l'être au pays de Victor Hugo, mais le pays de Victor Hugo, c'est le pays de la laïcité. C'est-à-dire que quand vous avez vécu une révolution islamique, une révolution théologique religieuse, l'idée, c'est d'aller trouver refuge pour ce qui, pour les métèques du monde entier, représentait encore un phare de liberté, c'est-à-dire la France. C'est-à-dire on a suivi, le même chemin que des millions d'exilés, sans exagération, qui s'est dit où est-ce que je peux respirer l'air le plus libre, décider de croire ou de ne pas croire, de l'afficher ou de ne pas l'afficher, si ce n'est en France. Donc je trouve ça a une importance fondamentale. Mais alors comment cela se fait-il que ce mot en soit venu à signifier justement d'abdiquer pour ce que vous appelez ces métèques, une part de leur identité, Abnous Chalmani? Je sais pas, c'est pas du tout justement, c'est que c'est ça que c'est là où dans cette espèce de guerre idéologique que je trouve extrêmement malsaine, où on est pris en étau entre tous les identitaires de tout poil, on est complètement coincé, c'est qu'on a complètement dévoyé l'idée de laïcité et qu'il y a une offensive islamiste réelle sur l'école, dans la société, et que ça c'est quelque chose, c'est ce qu'on se dit souvent avec Kamel Daoud, c'est quelque chose qu'on connaît, on réagit presque physiquement parce qu'on l'a connu de près, on sait exactement en quoi ça
consiste et qu'on est obligé de défendre ce qui nous défendait jusqu'alors, ce qui était vraiment un véritable refuge pour des métèques de toutes sortes. C'était les Juifs d'Europe de l'Est au début du siècle, c'était tous ceux qui ne pouvaient pas être eux-mêmes chez eux. La France ne demande pas, la République, la laïcité ne demande pas d'oublier sa singularité. Apollinaire disait: on se laisse façonner par la haute culture française et on y apporte une spécificité qui n'appartient qu'à nous, que moi j'appelle ce regard de biais, cette manière de voir les couleurs autrement, etc. C'est quelque chose qui marche, mais l'assimilation veut dire que quelque part il y a deal. Vous signez quelque chose avec la France, vous souscrivez à cette République, vous prenez ces couleurs en y mettant les vôtres aussi. Mais c'est pour pouvoir vivre en République, il faut être tous républicains. L'entrisme des islamistes, vous le percevez comment, Abnous Chalmani, par exemple? Je le perçois énormément, évidemment, à l'école. Je le perçois dans les rues. Moi, quand je suis arrivée en 1985, il n'y avait quasiment pas de femmes voilées ni dans les rues, ni encore moins à l'école. Ça date de 89, la première affaire du voile, d'ailleurs, qui correspond aussi à la fatwa sur Salman Rushdie. Je pense que tout ça est lié. Je le perçois que quand une jeune fille, en l'occurrence cette jeune femme Samara, on la harcèle et on la tabasse parce qu'elle s'habille à l'européenne, c'est de l'entrisme. Quand un Algérien qui est en train de boire sa bière sur une pelouse à Bordeaux est agressé par un Afghan qui lui dit non, je te reconnais comme un Algérien, je te reconnais comme un Arabe, comme un musulman, tu n'as pas le droit d'être toi. Cette interdiction du jeu, de la singularité, c'est que tu fais partie de la communauté, tu ne peux pas t'en échapper. Et moi qui suis une bonne élève de la Révolution française, ce qu'a fait la Révolution française, c'est ça. C'est de libérer les citoyens de la prison de la naissance. Et moi, je refuse, je veux que tous les gamins, et d'ici comme d'ailleurs, aient la même chance que j'ai eue, c'est-à-dire de ne pas être prisonnière de ma naissance, d'être le résultat de mes choix, et pas simplement l'addition des choix de mon ascendance, et que je ne veux pas être coincée à domicile, que ce soit culturel, social, sexuel. C'est moi qui choisis, et c'est ça que fait l'entrisme islamisme, c'est qu'il vous emprisonne dans, et d'ailleurs toute forme d'entrisme, mais il se trouve qu'aujourd'hui c'est l'islamisme, il vous emprisonne dans votre naissance avec impossibilité de pouvoir vous en échapper. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, Abnous Chalmani. Laïcité, j'écris ton nom, c'est le livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, nous sommes en compagnie d'Abnous Chalmani, journaliste, romancière, essayiste. Vous publiez Laïcité, j'écris ton nom aux éditions de l'Observatoire. Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie. Oui, moi je suis complètement affolée devant cette espèce d'antisémitisme décomplexé qui est très étrange. C'est juste après les pogroms du 7 octobre qui s'est exprimé avec vraiment décomplexé, comme si ça avait donné une espèce d'autorisation à dire à haute voix son antisémitisme. On a vu une augmentation, mais partout aux États-Unis, c'est plus de 400% des actes et des agressions antisémites, plus 325% en Australie. En France, on avait plus de 1000 actes antisémites. En Allemagne, 1400 actes antisémites sur un espace-temps extrêmement réduit de 3 mois, alors que juste après le 7 octobre, c'était tout de même évident qu'il y avait une attaque terroriste sur des civils, puisque l'immense majorité des victimes des pogroms du 7 octobre sont des civils. Et la manière dont cet antisémitisme s'installe, devient normal, en prenant comme prétexte une guerre, c'est quand même quelque chose intellectuellement, éthiquement... je suis désolée, mais j'ai le cœur qui saigne, parce que c'est quand même ahurissant que depuis tant de siècles et de siècles, les Juifs soient toujours éternellement coupables. Et je suis extrêmement gênée de voir effectivement que c'est quand même ahurissant de prendre les Gazaouis et les Palestiniens, de laisser les prendre en otage par le Hamas, parce que ce qu'on entend sur les campus américains, au contraire de ce que disait Estée Dufaux, c'est un soutien bruyant au Hamas, pas aux Palestiniens. Moi, quand je milite pour la paix, je prends 2 drapeaux. Je n'en brûle pas un, ce qui arrive dans les universités américaines où on brûle le drapeau israélien, où il n'y a qu'un seul drapeau. On ne fait pas la paix avec un seul drapeau. On ne lutte pas pour 2 États avec un seul drapeau. Donc, rien ne va dans cette histoire, et je pense que vraiment, il faut rappeler
qu'on meurt d'être juif. Mais il y a effectivement de l'antisémitisme, une augmentation des actes antisémites, et puis il y a une mobilisation en faveur de la Palestine. On ne peut pas évidemment associer ou en tout cas confondre l'un et l'autre. Quand des étudiants sur le campus de Columbia disent le 7 octobre tous les jours, pas 100 fois, pas 1000 fois, mais 10 000 fois, quand on crie, en tout cas sur les campus américains, vive le Hamas, chaque soldat israélien tué par le Hamas, c'est une bonne nouvelle, qu'on voit des étudiants pointer des étudiants juifs en disant vous serez les prochaines victimes d'Al-Qassam, qui est la branche armée du Hamas. Là, pour moi, on soutient le Hamas quand même. Je ne pense pas comment on peut faire autrement. On a ça. Et pardon, mais à Sciences Po, les premiers à souffrir, c'est pour ça que j'ai bien précisé, pas encore, mais les premiers, depuis 2007, à souffrir du Hamas, c'est les Gazaouis. C'est quand même extraordinaire qu'on abandonne la cause palestinienne et les Palestiniens à un groupe terroriste, homophobe, misogyne, qui a tué ses opposants systématiquement depuis 2007. Et je rappelle que Yahya Sinwar, qui est à la tête de la branche armée du Hamas, se vante lui-même de tuer à main nue ceux qu'il considère comme des traîtres à la cause du Hamas et pas de la Palestine. Je veux dire, il faut être absolument, il faut vraiment ne pas avoir de cœur pour ne pas soutenir la réalité de la guerre à Gaza, des morts civils. Chaque mort, comme disait Barbara, un enfant qui meurt, c'est un enfant qui meurt. Point à la ligne, il n'y a même pas de débat à avoir, mais de les abandonner intellectuellement et rhétoriquement au Hamas, cette population qui est la première victime du Hamas, comme d'ailleurs les premières victimes de l'islamisme dans le monde sont les musulmans. Bon, mais je vais vous lire un mail que je viens de recevoir, je reçois énormément sur ce sujet. C'est donc une auditrice qui me dit que nous avons tort d'agiter le spectre de l'antisémitisme. Ce qui se passe en Palestine n'a rien de confessionnel, c'est un conflit lié à la colonisation. C'est facile, tellement facile. C'est pas quand vous avez, rien que le nom, le brigade Al-Qassam, quand vous revendiquez pour les islamistes de l'islam, vous avez quand Sagné, on lui a annoncé que ses fils étaient morts dans un bombardement, il en a appelé à Dieu, il n'en a pas appelé. Enfin, je veux dire, c'est évident que c'est un conflit territorial qui a été récupéré religieusement, mais c'est pas une colonisation. Mais moi, je commence à entendre des choses qui sont antéhistoriques, entendre que la colonisation a débuté en 48. Je veux dire, il n'y a pas de maison mère qui a lancé une colonisation en Israël. Ça a été reconnu par l'ONU. L'État d'Israël est un État légitime, reconnu. Donc, on peut parler des territoires, on peut parler de la Cisjordanie, et je pense qu'il faudra en parler parce que l'avenir est à deux États. Sinon, on va continuer dans cette guerre éternelle, mais on ne peut pas nier la réalité du conflit religieux. Je veux dire, quand l'Iran soutient, la République islamique d'Iran soutient le Hamas, c'est au nom de la religion, c'est au nom de l'islamisme. Alors, justement, est-ce que notre tort, alors le nous est à définir, Amnous Shalmani, mais est-ce que notre tort, c'est justement de ne pas avoir oublié Gaza, au moins dans les malheurs terribles de l'époque, il y a le fait que la question palestinienne est à nouveau au cœur de l'actualité. Mais vous voyez, rien que ça, on confond. C'est-à-dire qu'on parle des territoires occupés de Cisjordanie. Gaza, il n'y a pas de présence israélienne depuis 2005. Vous allez me dire, oui, mais prison à ciel ouvert. Vous savez, c'est quand même assez intéressant. Vous pouviez aller à Gaza. Vous pouviez même louer à Airbnb à Gaza. Vous avez quand même un front de mer extraordinaire. Ça aurait pu être une région extrêmement dynamique. C'est que la situation s'est dégradée. Attendez, que ce soit clair. Vous avez quand même Yahya Sinwar à Gaza et Benyamin Netanyahou en Israël. C'est quand même un petit peu compliqué. Mais je veux dire, je trouve ça ahurissant de systématiquement reprocher aux Israéliens Benyamin Netanyahou, mais de ne pas reprocher aux Gazaouis Sinwar. Je veux dire, on est dans une situation ahurissante. Je veux dire, les Israéliens manifestent, il y a une vigueur démocratique extraordinaire. Depuis la réforme de la justice, et là, les manifestations reprennent contre Netanyahou. Je veux dire, tout Israël n'est pas derrière. Si elles sont tous pour la guerre parce qu'ils sont traumatisés après les pogroms, et c'est normal. Moi, j'aimerais aussi qu'on entende les voix palestiniennes qui voudraient se débarrasser du Hamas. Je veux dire, la Palestine ne peut pas se réduire au Hamas et à un groupe terroriste. Et les lendemains de paix ne pourront pas être possibles avec ni Netanyahou, ni Sinwar. Et j'aimerais tellement d'entendre ces étudiants à Sciences Po et ailleurs demander aussi
que le Hamas dépose les armes, de demander aussi qu'il libère les otages. Ces scènes-là, nous ne les avons pas fantasmées quand nous avons vu des étudiants et des moins jeunes aller déchirer les affiches des otages israéliens, des enfants, des bébés. Mais on en est arrivé où, sérieusement ? Autre thème qui était évoqué par ma camarade Esther Duflo dans sa chronique de 7h55, elle évoquait son mari, elle disait voilà, mon mari est souvent contrôlé et on a tous cette expérience-là, Amnous Shalmani, on a souvent l'impression qu'il y a, comment dirais-je, une surveillance sélective des individus. Récemment, une étude de sociologues évoquait le fait que beaucoup de jeunes musulmans préféraient s'exiler de France plutôt que de subir un certain nombre de vexations, de problèmes quotidiens. Mais pardon, des vexations qui sont aussi entretenues par tout un discours que je trouve vraiment mortifère. D'ailleurs, c'était intéressant suite à ce livre qu'a écrit sur la France, je l'aime et je la quitte, c'est que aucun ne va dans des pays arabo-musulmans. Ils se dirigent tous vers l'Occident. C'est qu'ils savent que l'épanouissement est à... le Qatar, qui est, j'allais dire, une zone franche. qui reste quand même où ils peuvent effectivement la foi, etc. Bon, moi, c'est quand même. Il y en a beaucoup plus quand même qui vont vers les pays anglo-saxons ou le Canada. Ou qui sont des terres d'exil depuis la nuit des temps, j'allais dire, pour les musulmans d'obédience qui fuient des régimes dictatoriaux. Mais vous savez, quand j'entendais Esther Duflo dire ce qu'elle dit, ça me fait rire, parce que mon père, qui a vraiment une tête d'arabe, ne s'est jamais fait contrôler. La seule fois où il s'est fait contrôler, c'est avec moi à Dieppe, parce qu'on était en voiture avec un ami qui n'avait pas mis sa ceinture de sécurité. Et vraiment, il a une moustache, il a les cheveux bouclés, il a une tête d'arabe, et jamais il ne s'est fait contrôler. C'est lui qui fait les courses à la maison, donc jamais il s'est fait contrôler aux sorties du Monoprix ou quoi que ce soit, et moi non plus d'ailleurs, à part cette fois-là, je me suis jamais fait contrôler. Qu'il y ait des contrôles du point de vue empirique, je confirme que empirique contre empirique, on peut jouer. Elle a son mari, j'ai mon père, et à mon avis mon père a plus une tête d'arabe. Ce jeu-là, je pense que je gagne. Mais je veux dire, on peut pas se réduire à ça. Qui est sur les contrôles d'identité, moi je suis pour un récépissé, etc. Il faut aussi regarder, j'ai regardé cette étude, ça dépend des zones, c'est effectivement des zones prioritaires, souvent où il y a des problèmes de sécurité. De toute façon, il y a généralement plus de contrôle, mais il est évidemment scandaleux de contrôler selon le faciès, ça me paraît, mais je veux dire le b.a.-ba, d'où le récépissé, d'où le fait d'essayer de combattre ces discriminations visibles. Mais je suis désolée, moi ça fait 39 ans que je suis en France, je suis entourée d'amis multicolores qui viennent de partout. Peut-être que j'ai énormément de chance, mais il y a des choses qui me paraissent totalement fantasmées et utilisées idéologiquement. Parce que à chaque fois, moi je suis enfant de Lamartine et de Toussaint Louverture. Il y a eu une multitude de testings qui montraient que si oui, pour trouver un appart. Oui, moi je me souviens quand je cherchais un appartement avec ma collègue qui était eurasienne, on nous avait dit moi de m'attacher les cheveux parce que ça faisait pas sérieux la bouclette, et à elle essayer d'un peu moins accentuer ses yeux bridés. Bon, on a trouvé un appartement dès la première visite, mais autour de nous, disons que la réalité... Je peux vous montrer beaucoup de gens qui ont du mal à trouver bien sûr, et il y a beaucoup de gens qui viennent de province aussi, qui ont du mal à trouver un appartement. Je veux dire, la réalité en France est tellement plus sociale. Et je veux dire qu'on ait oublié cette question sociale. Cette réalité sociale, pardon, j'ai l'impression d'être une vieille. Mais j'en suis encore dans la lutte des classes. Moi, j'ai l'impression que la réalité, en France, on a un problème de caste. Vraiment, et un problème de renouvellement des élites plus qu'un problème de race. Ça n'a jamais fait partie de la culture française. Encore une fois, nous sommes tous des enfants de Toussaint Louverture et de Lamartine. C'est ça la réalité en France. Alors, vous dites aussi qu'en France, on a d'autres parents, des parents licencieux, des parents qui avaient l'esprit libertin. C'est ce que vous écrivez dans Laïcité, j'écris ton nom, Amnous Shalmani, et que c'est cela qui nous permet, je vous cite, de rire des dogmes, d'exagérer les comportements licencieux des tenants du pouvoir, de démasquer les hypocrisies de l'Église. Est-ce que justement, ce qui valait, vous l'écrivez au XVIIIe siècle, est-ce que cela vaut encore, Amnous Shalmani ? Mais tellement, mais c'est l'exemple de la République islamique d'Iran et de la révolution après l'assassinat de Mahsa Amini est évident. Je veux dire, ce qui est extraordinaire, je dis toujours que la révolution française a commencé en 1739, quand Louis XV a refusé de communier. C'est-à-dire, quelque part, il s'est
auto-désacralisé, et c'est à ce moment-là, même si dès 1600, il y avait des satires, en l'occurrence le cabinet des satires qui circulait pour mettre à bas et l'Église, qui était le premier soutien de la monarchie absolue, et les tenants de pouvoir, et ça allait jusqu'aux magistrats, à partir de 1739, ça a explosé. Les gens n'avaient pas accès à la lecture et à l'écriture, mais vous aviez les saltimbanques qui se promenaient dans toute la France et qui riaient des rois, des magistrats, de tous ces gens qui soutenaient le pouvoir. Et le fait, ce rire contagieux qui est passé comme ça de région en région et qui d'un coup s'est cristallisé, c'est que les gens n'ont plus peur du sacré. Avoir désacralisé, ça a permis, sans problème, d'aller chercher, le roi, la reine et le dauphin par la peau des fesses. Et si ils ont pu faire ça, c'est qu'ils n'en avaient plus peur, ils ne sentaient plus le poids de Dieu qui allait les punir. Et quelle que soit la situation, quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, ce rire libérateur, cette irrévérence, et il faut être irrévérencieux pas seulement vis-à-vis des puissants, mais aussi des faibles. Cette manière de rire, c'est une liberté, on ne mesure pas, parce qu'on est en France, on est vautré dedans. Moi, c'est ayant le nez ailleurs dans le monde, mais on ne se rend pas compte de cette chance que nous avons d'être libres, et à quel point il faut garder cette liberté-là, justement d'avoir des éclats de rire qui sont malvenus, de rire de tout, et d'avoir cette irrévérence vers tout ce qui représente un dogme, une sacralité, un pouvoir. Mais alors, bon, rire des faibles, on peut aussi considérer que c'est les humilier une fois de plus. Non, parce que c'est les premiers à rire. C'est ça qu'on ne. C'est drôle parce que j'allais dire, il faut vraiment vivre en Iran sous monarchie pour comprendre ça. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est dans les pays les plus pauvres. Vous allez en Inde, vous allez en Iran, vous allez au Vietnam, et les blagues les pires, c'est effectivement dans les milieux les plus pauvres, les plus misérables. Romain Gary disait, c'est ça qui nous donne notre dignité. Si vous n'êtes pas capable d'avoir cette distance-là, mais vous restez prisonnier justement de votre statut, et quelque part sortir de sa prison, il peut être aussi une prison sociale, c'est déjà commencer à rire. Et je trouve ça très intéressant de voir que dans des pays qui sont des pays pauvres, des pays où on souffre, on rit tellement plus facilement. Que font les Iraniens qu'ailleurs. avec ce que vous appelez la monarchie? Quand vous voyez ce qu'ils font comme blague, c'est extraordinaire. Mais ça a commencé avec ça. C'est que ça a commencé sur les réseaux sociaux de gens qui riaient des mollahs. Je veux dire, quand il a commencé à avoir des mises en scène comme ça, un petit peu facile sur des mollahs, ça a été extraordinaire. Le fait de se distribuer des blagues dans la rue. Je veux dire, la plupart des blagues qui viennent d'Iran sont des blagues de cul. Et vraiment d'une vulgarité inouïe, même moi, je n'oserais pas les dire à haute voix à cette heure-ci ou à n'importe quelle heure, qui concernent les mollahs, qui concernent le pouvoir, qui concernent les militaires, etc. C'est qu'il faut vraiment retourner tout ce qui paraît figé en un éclat de rire. Comment justement vous interprétez cela? Alors, Kamel Daoud, avec lequel vous dialoguez dans Le Point, on a beaucoup parlé, mais justement, comment comprendre la manière dont certains pays musulmans, je pense à l'Iran, mais ce n'est pas le seul, disons, un certain nombre, je vais vous laisser nommer les choses, mais j'allais dire un certain nombre de difficultés avec la question sexuelle, et notamment pour la sexualité des femmes, Abnous Chalmani. Ça fait partie. Ah non, ça, ces interdits-là, le corps interdit, c'est quelque chose, mais d'ailleurs, c'est ce qui avait motivé l'écriture de mon roman J'ai péché dans le plaisir, cette différence de jouissance entre Orient et Occident, le fait que le corps de la femme soit le corps de l'interdit, c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas sorti du tabou, le fait de recouvrir le corps d'une femme, d'en faire le lieu du péché et seulement du péché, de la honte et seulement de la honte, et de sous-entendre que plus, à côté de ça, l'homme est tellement incontrôlable, c'est tellement un animal que la vision, ne serait-ce que d'une mèche de cheveux d'une femme, en fait un animal, et il ne peut que se jeter sur elle et exprimer ses pulsions. D'ailleurs, c'est marrant, pulsions de vie, c'est comme ça qu'ils le disent, ce qui est quand même ahurissant. Un viol, c'est une pulsion de mort, c'est quand même extraordinaire, mais cet interdit sexuel qui a fait du corps de la femme le lieu du danger, c'est quand même extraordinaire. Moi, je le fais remonter à Agar, je le fais remonter à la mère d'Ismaël. Je vais rappeler, c'est la mère d'Ismaël, c'est celle qui donna le premier enfant à Abraham avant Isaac. Et Agar, donc quand Isaac naît et qu'elle est renvoyée dans le désert avec Ismaël, elle s'adresse directement à Dieu et lui demande de quoi boire pour son fils et de le sauver. Tu m'avais promis où il est. Et Dieu lui répond, puisqu'elle trouve un puits et qu'elle peut sauver son fils et se sauver, etc.
Il y a le fait qu'elle ait pu s'adresser à Dieu, et l'une des raisons qui dit pourquoi est-ce que la femme doit se voiler, c'est qu'elle aurait un troisième œil sur le haut du crâne qui lui permettait de communiquer directement avec Dieu. Et qu'après, le fait de la voiler, c'est couper le lien de la femme avec Dieu. Et c'est quand même extraordinaire, parce que combien de fois le nom d'Agar apparaît dans le Coran ? 0 fois. Bon, je pourrais 0 vous dire fois. que je pourrais vous dire également Alors, Sarah, que il apparaît, les Marie orthodoxes, apparaît. les très orthodoxes Bien juifs sûr. ont des problèmes avec Agar aussi. Ah, mais je suis... Parce qu'elle mais... symbolise. Elle symbolise, mais bien sûr, non, mais on pourrait dire ça, mais Donc- dans les textes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, dans la Torah, vous avez une présence féminine qui est réelle. Agar, la mère d'Ismaël, celui par qui le Coran est arrivé, ou la révélation est arrivée, dont descend Mahomet, n'existe pas dans le Coran. Alors qu'il y a Sarah et Marie. Marie apparaît 68 fois. Mais C'est quand même extraordinaire. justement, Peut-être la parce qu'elle est question, c'est que vierge, si- c'est un si problème. Agar- Marie était vierge, alors qu'Agar avait commis le péché de chair. Mais justement, si Agar pose problème également aux juifs orthodoxes, c'est peut-être le signe que le corps de la femme, ce que je vais dire est d'une évidence, mais je le dis quand même, que le corps de la femme pose problème. Non Il seulement... est péché pour tous les orthodoxes du monde entier. Mais évidemment, le corps de la femme est le lieu du péché. C'est quelque chose qui a existé très rapidement avec les religions. Mais vous savez, les gynécées dans la Grèce antique, c'est quand même des appartements réservés aux femmes à l'intérieur des appartements. C'est quand même une double protection. C'est pour ça que je dis souvent du voile que c'est un gynécée portatif. C'est qu'on coince la femme dans un appartement, dans une boîte, de boîte en boîte. C'est évident, c'est Mais évident. alors, justement, je me suis dit, en regardant à la fois les différents textes que vous avez écrits, Abnous Chalmani, Laïcité, j'écris ton nom, et puis ce roman que vous avez publié chez Grasset, J'ai péché dans le plaisir, est-ce que vous n'avez pas aussi une image romantique de la France, qui est votre droit le plus strict? Vous êtes romancière, vous avez donc le droit à votre imaginaire, et une image romantique où il y a Pierre-Louis, Henri de Régnier, Marie de Hérédia, bon, c'est votre droit le plus strict, mais une image qui ne correspond plus à la réalité sociologique de cette France-là, où les femmes sont plus embarrassées, embêtées, violées, que à l'époque donc d'une certaine galanterie qui peut-être n'a existé que pour certains poètes. Mais elle a jamais, je veux dire, à l'époque, les femmes étaient maltraitées. Il y a une constance du viol et qui a toujours existé. Je veux dire, non, justement, dans cette belle époque-là que j'apprécie, c'est justement parce que je trouve qu'elle ressemble beaucoup à notre époque. Je veux dire, l'antisémitisme y était terrible. Marie de Régnier s'est imposée par la force du poignet. C'est elle qui a arraché sa liberté. On n'avait pas de droit. Marie de Régnier, donc, Oui, qui a épousé Henri de Régnier, la fille de José Maria de Heredia. Je veux dire, si elle a été libre, c'est qu'elle l'a arraché avec les dents. Elle s'est imposée, elle a imposé sa liberté, mais elle n'avait aucun droit. Alors, c'est devenue la première femme à avoir le prix de l'Académie française. Elle a intrigué. Ça a été des plus grandes intrigantes littéraires. Je veux dire, c'est même le moule de l'intrigue littéraire. Elle a été extraordinaire. Mais personne lui a donné ce droit. Les femmes n'avaient aucun droit. Je rappelle qu'on a eu le droit de vote en France très tard. Moi, j'ai absolument pas une vision romantique. J'ai une vision extrêmement juste. Par contre, je constate que de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, il faudrait quand même relire Beauvoir, mais les bonnes parties, c'est que ce corps de la femme, les bonnes parties, c'est c'est justement celles qui reviennent sur la réalité historique et qui nous donnent des outils justement de fierté d'être une femme tout au long de l'histoire et qui ne résument pas les femmes à une trop longue histoire de victimes. Oui, mais non, il y a eu autre chose et qu'on a besoin de ces modèles positifs. Je veux dire, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, si j'insiste tellement sur le fait, non, une femme n'est pas juste un corps qu'on embête, c'est aussi un corps qui s'impose, c'est une nudité qui est une nudité militante. Je veux dire, sous l'Antiquité où les femmes n'étaient pas libres, les seules qui étaient libres, c'était les étahirs, c'était les prostituées. Simone de Beauvoir mentionne que quand les femmes n'avaient pas le droit d'avoir leur compte en banque ou de gérer leur fortune, les seules qui avaient ce droit-là, c'était les courtisanes. Donc c'est quand même qu'il y a un lien entre la liberté du corps de la femme et son oppression, et que plus elles sont libres de corps, et plus elles sont libres de la tête, et plus elles s'imposent. Bon, je ne veux pas vous embêter, Abnous Chalmani, mais Marie de Régnier, donc Marie de Hérédia, qui a épousé Henri de Régnier, était à coup sûr une femme libre, mais une femme qui était mariée avec un homme qu'elle ne désirait pas, ou en tout cas avec qui elle n'a pas consommé c'est elle qui l'a imposé. Oui, bien sûr, c'est elle qui l'a imposé, mais c'est elle qui a dit, elle adorait son père. Se marier avec son père un était, homme oui, mais son père était un joueur invétéré. Elle l'adorait. Henri de Régnier avait de l'argent, Pierre-Louis n'en avait pas. Elle l'a épousé, elle
lui a dit d'accord, je t'épouse, mais par contre tu ne me toucheras pas, ce qu'il n'a pas fait. Il a eu un seul enfant, c'est avec son amant Pierre-Louis, qui a été déclaré comme il faut à la mairie avec le père, l'amant et le mari. Et elle a, disons, que dans l'époque où elle vivait, ce qu'elle a fait, c'est tordre la réalité à hauteur de son désir. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que si elle n'a pas le choix, elle trouve dans ce non-choix la possibilité d'un choix qu'elle impose. Et elle s'est imposée. Moi, je trouve ça absolument remarquable. Et qu'à un moment, quand vous n'avez pas le choix, quand vous êtes coincé, avec le réel, qu'est-ce que vous faites? Vous tordez cette réalité. Et ces femmes-là, qui ont toujours existé tout au long de l'histoire sur tous les continents, elles ont cette capacité à prendre ce réel-là, à le refuser et à dire c'est moi qui m'impose, c'est moi qui veux, et c'est ça que font en l'occurrence ces femmes iraniennes contre la monarchie. Alors j'allais justement en revenir là. Est-ce que pour vous, bon, hélas, la contrainte est autre en Iran, elle n'est pas seulement une contrainte sociale, elle est physique. C'est aussi une contrainte policière. Est-ce que c'est cela qui est offert aux femmes iraniennes? Est-ce que vous pensez que les mollahs, parce que ça fait depuis 1979 que beaucoup d'Iraniens veulent pendre les mollahs, est-ce que vous pensez que les femmes pourraient un jour y parvenir? Je vais vous dire, pour moi, la révolution, elle est déjà faite, parce que la révolution des mentalités, elle est déjà faite. Les voiles ont déjà été brûlées, les mentalités sont déjà faites, elles sont déjà prêtes pour demain, pour la démocratie, hommes comme femmes. D'ailleurs, du premier jour, on a vu les hommes et les femmes dans la rue. Et maintenant, c'est vraiment une question politique, c'est les mollahs qui tiennent la force, qu'il soit la force économique et que ce soit la force militaire, la force policière, mais dans les têtes, cette révolution, elle est faite, et elle est faite grâce à la population de l'intérieur. Mais quand vous parlez avec des Iraniens, ils sont plus que prêts, et dans leur tête, ils sont déjà après les mollahs. Donc, moi j'ai plein d'espoir. Optimiste. Ah oui, complètement. Ça va être dur, ça va être sanglant, mais étant donné que la révolution des mentalités ça a déjà été et ça l'a déjà été, et ça va être pire, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas du tout l'intention de lâcher leur pouvoir et leur pognon. C'est aussi simple que ça. Donc ça va être sanglant, ça va être dur, mais le fait qu'elles aient, et je crois que c'est ça aussi qui ressort, c'est qu'elles ont gagné, ils ont gagné, et que le fait de, vous savez quoi? Je sais, mais c'est lundi, on va essayer, moi j'y crois profondément. Je pense que malgré tout, malgré toutes les difficultés, à la fin, c'est toujours la liberté et l'amour qui gagnent. Laïcité, j'écris ton nom, c'est donc ce que vous publiez aux éditions de l'Observatoire, et votre roman J'ai péché, péché dans le plaisir, c'est aux éditions Grasset. Merci. Merci beaucoup Guillaume Erner.